Donc, la conférence, elle est sur le thème de la médiation avec les équidés. Nous allons aborder aujourd'hui c'est initier un projet d'activité équestre avec un établissement sanitaire et médico-social. C'est vrai qu'on a parfois une idée, des envies, mais il n'est pas toujours facile de savoir à qui s'adresser, trouver les bons arguments, comment construire son projet. Donc, qui peut l'initier, à quelles institutions s'adresser, proposer le projet pour que les acteurs adhèrent et comment présenter le projet de façon effectivement à pérenniser certains projets. Donc, nous allons aborder ces questions-là dans les conférences. Bonjour à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Je viens juste de présenter la webconférence. Donc, on débute seulement. Alors, donc, qui peut initier? On va évoquer aussi les institutions où s'adresser. Comment trouver les institutions autour de chez soi? Comment mieux les identifier, mieux les connaître? Le projet à proposer, les projets, et comment et à qui présenter son projet. Alors, je rappelle juste la médiation avec les équidés, le terme, comment nous on l'emploie, c'est une démarche d'accompagnement s'appuyant sur la mise en relation des équidés et des personnes en demande. Elle utilise les caractéristiques propres de l'animal, donc du cheval, inhérentes à son mode de fonctionnement notamment et à sa nature propre. Ce partenaire qui est un partenaire vraiment singulier en termes de différents par rapport au chien, au chat, mais vous en avez bien conscience, interagissant et positionné dans un projet individualisé. Le projet, il peut être sportif, thérapeutique, social ou de développement personnel. Et ça, c'est important d'identifier dans quel domaine se place le projet. Nous verrons juste après. Qui peut initier les projets? Dans la pratique, on voit couramment les professionnels soignants qui sont régulièrement… Alors, soignants, c'est sanitaire, c'est médico-social, c'est social. On va englober sous la famille des accompagnants, des professionnels accompagnants. Qui sont souvent des cavaliers ou des propriétaires de chevaux, des passionnés, et qui voient vraiment, qui ont une bonne conscience de l'intérêt des activités équestres pour les patients. Donc, ils sont souvent acteurs et moteurs dans cette dynamique de projet. Donc, c'est un bon interlocuteur. Maintenant, ils ne sont pas forcément les décideurs, donc il faut aussi trouver d'autres arguments pour les décideurs et les financeurs. Les professionnels équestres, vous êtes un certain nombre d'enseignants aussi, à avoir envie de s'adresser à un autre public, à avoir envie d'offrir une activité un petit peu différente, d'ouvrir des offres en semaine un petit peu différentes. Donc, encore faut-il savoir à qui s'adresser, quel public je peux accueillir, quelles sont les limites aussi de ces activités. Il faut penser aussi les associations ou autres acteurs qui sont dans votre périmètre géographique. Les associations, ça peut être une association, les associations Alzheimer, les associations de sclérose en plaques, les associations, voilà, qui sont des associations aidantes pour les publics spécifiques et qui sont des fois, sans être des ESMS, qui sont des acteurs vraiment dynamiques et engagés pour des publics spécifiques que vous pouvez avec lesquels vous pouvez co-construire et devenir partenaire. Alors, en amont, je pense en amont, avant tout de s'engager dans un projet, il faut vraiment réfléchir le projet. C'est-à-dire que l'on soit professionnel enseignant ou professionnel accompagnant, il faut vraiment avoir cette logique de quelle est ma capacité d'accueil. C'est pareil, quand je suis accompagnant, quelle est ma capacité en termes d'activité, comment je peux me déplacer, quelles sont mes disponibilités aussi, si je suis enseignant en semaine, quel créneau j'ai. Si j'ai très peu de créneaux à proposer, ça va être compliqué. Quelle est ma cavalerie, le matériel dont je vais avoir besoin, parce que ça va aussi définir le public à qui je vais pouvoir m'adresser. Si je ne suis pas équipée
de montoirs spécifiques, de matériel adapté. Je vais être plus sur un public où on va être sur de la relation, sur de la médiation avec les équidés type relation, pensage, mais pas forcément de mise à cheval, ou pas forcément de gros handicaps moteurs. Donc ça, c'est vraiment à définir en fonction, pour pouvoir après s'adresser à telle ou telle institution, parce que c'est vrai que démarcher, si après on n'a pas cette capacité de l'accueillir, ça risque d'être délétère sur l'image qu'on va donner. La capacité de déplacement, je pense que c'est à penser avant. On a tendance à se dire le SMS va venir dans le centre équestre, mais on a quand même sur le territoire de nombreux centres équestres qui maintenant initient des activités en allant eux-mêmes dans les institutions. C'est souvent une des premières étapes. C'est aussi de montrer que les équidés, les activités équestres, elles se déplacent. Et qu'il y a des choses qu'on peut construire pour pallier aussi au problème de déplacement des patients ou des bénéficiaires, parce que c'est pas toujours simple non plus de trouver un minibus, de mobiliser du personnel. Donc, il y a aussi des projets qu'on peut construire un petit peu différemment. Le périmètre géographique, il est vraiment important à penser. Pareil, toujours des deux focus, que l'on soit professionnel enseignant ou professionnel accompagnant, soignant médico-social, c'est de se dire quelle est la limite, moi, au niveau de mes frais de déplacement, au niveau de mes équidés, jusqu'où, dans quel périmètre je peux me déplacer, 20, 30 km. Pour les professionnels accompagnants, je dirais que ce n'est pas forcément en nombre de kilomètres qu'il faut penser, c'est en termes de temps. Et puisque pour votre, je dirais, décideur et directeur d'établissement ou cadre de santé, il va réfléchir en temps d'absence de son personnel. Donc, si vous commencez à dépasser une demi-heure fois 2 personnels souvent, ça fait 1 heure de temps de travail, vous risquez que votre projet, déjà en termes de besoins en ressources humaines, crée des résistances. Donc, peut-être déjà s'orienter sur un périmètre géographique où vous avez moins d'une demi-heure de temps de trajet, et même pour vos patients, surtout si c'est des patients qui restent à la journée, il ne faut pas non plus avoir un temps de déplacement qui est supérieur au temps de séance, notamment. Le nombre, alors il y a le public, donc c'est aussi pareil, des deux focus, enseignant, quel public je suis en capacité d'accueillir, je dirais en termes de ressources matérielles, mais moi aussi, en termes de compétences, en termes de ce que j'ai envie aussi, quelles sont mes limites, avec quel public je ne me sens pas forcément à l'aise, et puis peut-être aller se former ou s'informer pour avoir une meilleure connaissance. Et quels sont les publics vers lesquels, pour l'instant, j'ai envie de m'orienter. Ça ne veut pas dire qu'on n'ouvre pas plus, qu'il ne faut pas ouvrir après. Pour les soignants ou les accompagnants, c'est vers quelle valeur moi je vais aller chercher dans le centre équestre. Qu'est-ce que je vais chercher, quels enseignants ou quelles activités j'ai envie d'aller mettre en œuvre dans ce projet. Donc, ce qui renvoie à la ligne en dessous sur le cadre professionnel du projet, c'est déjà avant d'aller démarcher, d'avoir pensé un petit peu son cadre professionnel, c'est-à-dire la faisabilité. Est-ce que j'ai la structure? Est-ce qu'il y a une structure qui me permet un projet sur toute l'année? Ou qu'à certains moments, est-ce que j'ai la capacité d'accueillir pendant les vacances scolaires ou non? Des réponses auxquelles il faut, enfin, les questions auxquelles il faut avoir trouvé les réponses avant d'aller rencontrer les interlocuteurs avec qui on va vouloir construire le projet. Les institutions et structures avec qui un centre équestre peut construire une activité de médiation avec les équidés. Donc, pour les identifier, soit vous êtes originaire de la région et vous avez déjà une bonne connaissance de votre environnement, soit c'est un projet nouveau et vous n'aviez pas forcément pris le temps d'avoir connaissance de toutes les activités qu'il y a dans un périmètre géographique, je dirais, de 20 à 30 km à peu près. Donc, souvent, on connaît les maisons de retraite, on connaît l'hôpital, mais il y a d'autres structures d'accueil,
un IME, tout ce qui est CESAD. Alors, donc vous avez plusieurs supports vers lesquels vous pouvez vous orienter. Je vous ai mis le fichier national, un lien avec le fichier national des établissements sanitaires et médico-sociaux. Ça, vous pouvez le trouver en tapant sur Internet Finesse et vous allez arriver sur la page finesse.santé.gouv. Et là, donc, du coup, je vais passer à la diapo suivante. Et alors, vous inquiétez pas si vous avez du mal à la lire parce que c'est vraiment une copie de l'image que vous allez avoir sur le site. Donc, après, vous avez différents critères de recherche, la région, le département, mais vous pouvez aussi préciser vos demandes. Je vous passe la... pour ceux qui voient, mais après vous irez voir sur Internet si vous avez besoin, le public que vous voulez cibler, enfin, ou les institutions que vous voulez cibler. Par exemple, vous avez réinsertion professionnelle et sociale, hébergement pour adultes, hébergement social à l'enfance. Donc, ça vous permet d'orienter un petit peu le public que vous allez pouvoir prendre en charge. Donc, ça, c'est un site qui peut vous aider. Donc, vous aurez toutes les structures et ça vous donnera dans votre département quelles sont les structures sur lesquelles vous pouvez déjà prendre contact, avec lesquelles il serait intéressant de monter un projet. Si vous n'avez pas connaissance, enfin si vous ne savez pas à quoi correspond, je parle plutôt aux enseignants, parce que c'est vrai que chacun a son vocabulaire, je dirais le monde enseignant a son vocabulaire, le monde sanitaire médico-social aussi, c'est pas facile forcément de savoir ce qu'est un CESAD, un IME, une masse. Vous avez le glossaire des établissements sanitaires et médico-sociaux, donc vous en avez plusieurs. Vous pouvez aller sur le site cnsa.fr qui vous donne une description succincte des activités de chaque établissement, domaine d'établissement. Donc, vous tapez glossaire des établissements sanitaires et médico-sociaux et vous allez tomber aussi sur ce site-là qui vous donnera vraiment, dire, bon, voilà, déjà c'est une population enfants, adolescents, adultes, c'est de l'hébergement, pas d'hébergement, parce que les projets ne sont pas les mêmes. Je l'évoquais tout à l'heure, quand les bénéficiaires restent que la journée, forcément, votre projet ne va pas pouvoir avoir le même timing, les mêmes horaires que si on est sur des lieux d'hébergement. Après, vous avez aussi tout le réseau associatif, comme je l'avais cité tout à l'heure. Après, dans votre région, vous tapez les associations, donc vous pouvez vous raccrocher aux communautés de communes, au conseil général, aux mairies et à toute la vie associative en général. Voilà, donc je repasse le site Finesse parce que vous l'avez vu, ça vous donne une idée. Les projets. Donc, les projets, l'important, c'est de déjà définir ce que l'on attend des activités de médiation avec les équidés. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, de savoir si déjà avoir compris l'enseignant qu'il comprenne bien ce qu'attendent les accompagnants. Est-ce que c'est de l'activité plutôt sportive? Est-ce que c'est des objectifs thérapeutiques? Est-ce qu'on est plutôt sur une activité ludique de loisir? Donc ça, c'est important de l'identifier. L'objectif principal n'empêche pas les objectifs secondaires. C'est pas parce que la finalité première est un objectif thérapeutique qu'il ne va pas y avoir du loisir, de l'apprentissage et de l'activité physique. Mais il est important d'identifier ce qu'on vient chercher en premier. Ça permet de correspondre, de faire correspondre les attentes et du coup de faire correspondre l'offre. Au même titre que si on n'est plus sur favoriser l'activité physique, forcément qu'on peut mettre des objectifs ou des bénéfices sur le mieux-être, la confiance en soi, le lâcher prise, mais on va être sur, à l'origine, ça sera des bénéfices, ça sera des bénéfices, ce seront des bénéfices secondaires, pardon. Donc bien identifier les objectifs communs parce que c'est important de les verbaliser et de se les dire.
de pas juste « Ah, je pensais que ». La progressivité et l'adaptabilité. Il est important aussi déjà dans le projet de se dire on va commencer par des objectifs simples qui vont permettre d'initier l'activité, de prendre la mesure chacun et de pouvoir la réajuster avant pour pouvoir pérenniser le projet. Dans chaque projet, il est important à chaque fois de penser, de penser le regard de l'autre. C'est toujours avoir en idée que le bénéficiaire se différencie du professionnel accompagnant ou enseignant, du dirigeant ou directeur, c'est-à-dire du décideur et du financeur. Vous n'avez pas les mêmes regards, vous n'avez pas les mêmes idées sur le projet, un peu comme si chacun avait des lunettes différentes. Donc, mais pour autant, il faut que le regard de chacun, et il faut quand vous allez initier le projet, penser que vous n'avez pas chacun la même logique. Donc, dans vos arguments, pour construire vos arguments, il faut que les arguments correspondent aux logiques de chacun. Forcément que l'enseignant ou le soignant qui sont dans le cœur de métier, dans l'action en lien direct avec le patient bénéficiaire, vont mieux argumenter l'intérêt pour le bénéficiaire de l'activité. Le décideur ou le financeur va être l'intérêt pour l'institution, pour le bénéficiaire, mais aussi pour l'institution en termes de coût par rapport à une autre activité, en termes de durée moyenne de séjour, en termes de… Donc, c'est des logiques de pensée différentes, il faut les intégrer dans votre projet de façon à pouvoir le faire valider au fur et à mesure et qu'il reste pérenne, toujours dans l'intérêt du bénéficiaire. L'idée aussi, c'est une idée que vous prenez ou pas, hein, c'est de proposer un essai. Parce que vous allez être confronté à des professionnels qui sont convaincus, d'autres qui sont moins convaincus, des décideurs qui sont sensibilisés, d'autres moins sensibilisés, informés ou moins informés. D'avoir une ou deux séances d'essai permet de susciter l'envie pour les patients, mais aussi pour les professionnels ou l'environnement professionnel, de vraiment visualiser l'intérêt d'un tel projet. Et du coup, c'est un bon point de départ. Voilà. Toujours penser aussi dans le projet les échanges, donc bien les penser dès le début, se dire qu'à certains moments, on échange sans les patients, de façon à pouvoir et réajuster le projet. Identifier les différents interlocuteurs, j'en ai parlé juste avant, c'est bien faire attention à qui vous vous adressez. Si vous allez présenter votre projet, alors dans un établissement, vous pouvez présenter votre projet aux soignants, à l'assistante sociale, à l'animateur, au directeur des finances, ça dépend à qui, à la cadre de santé. Ils sont dans des logiques de pensée différentes. Donc, bien identifier à qui vous vous adressez. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur le cœur de métier et le sens qu'on donne à l'activité. Ça veut dire que le directeur, c'est l'exemple que je vous donnais, où la cadre de santé va plus penser, ou le coordinateur va plus penser en termes d'effectifs, de coûts, de rentabilité, d'organisation de soins, d'organisation du temps de travail. L'infirmière, l'éducateur spécialisé, l'ergo, le kiné vont plus penser intérêt thérapeutique, objectif thérapeutique, projet de soins, voilà, des façons de penser différentes. Et l'enseignant, lui, il va plus penser séance, activité, objectif, donner l'envie de venir, les apprentissages pédagogiques, parce qu'on est aussi sur des apprentissages pédagogiques possibles, évaluation. Donc voilà. L'enseignant et l'accompagnant vont être sur des objectifs un petit peu similaires,
même s'ils ont un raisonnement qui va être différent. Le cadre de santé, le dirigeant, le décideur, le financeur vont être sur des logiques de pensée organisation de soins, on va dire, ou du médico-social. Donc, bien tout intégrer dans votre projet et à savoir à qui vous adresser pour aller, je dirais, argumenter ce projet. Les arguments, quand vous êtes sur des arguments sur les activités, vous allez la plupart du temps réussir à les trouver, notamment en termes d'intérêt pour le patient, sur la sensorialité, la psychomotricité, les aspects cognitifs que vous allez pouvoir développer, la relation à l'autre, voilà, tous ces intérêts inclusifs ou thérapeutiques, vous allez les trouver. Argumenter le projet, c'est aussi l'argumenter par rapport à d'autres activités dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Quelle est la plus-value d'aller sur des activités équestres? Parce qu'on peut très bien choisir d'autres activités qu'on peut faire au sein de l'institution. Quels sont les arguments qui vont faire que pourquoi le directeur se dirait ils n'ont qu'à faire du jardin, l'horticothérapie? Mais non, non, le cheval a ses propres qualités. D'abord, c'est un environnement extérieur, donc ça permet d'évaluer la personne dans un environnement extérieur. Ça donne un raisonnement clinique différent pour les soignants parce qu'on est en interface avec un être vivant qu'on n'a pas sur d'autres projets. On est sur de la vie en société, on est sur des règles de vie, de respect, de rigueur, voilà, donc vous avez plein d'arguments autres que l'activité proprement dite. Il faut penser tout ce qui est autour de l'activité équitante. C'est tout ce qui se passe autour dans cet environnement. Voilà, l'organisation, ça permet d'évaluer aussi l'organisation, la sensorimotricité. Donc, aller argumenter avec des arguments factuels. Pour les soignants, c'est pareil. Quand vous allez argumenter votre projet auprès de votre coordinateur, cadre de santé ou directeur, pensez en termes d'intérêt, la plus-value de ce projet-là par rapport à une autre activité. Quel est l'intérêt de libérer 2 infirmiers, 2 EduxP pour un tel projet où ils vont être absents pendant presque 2 heures de travail? Fois 2, ça fait 4 heures. Donc, il faut vraiment que vous arriviez à trouver des arguments en disant, mais du coup, ces patients-là, ça nous permet, dans la démarche clinique, dans leur projet de soins individualisé, d'apporter un autre raisonnement, d'apporter d'autres outils thérapeutiques ou d'autres outils d'accompagnement. Donc après, il y a quand même beaucoup de lectures que vous pouvez faire sur l'équithérapie, la médiation avec les équidés qui peuvent vous donner ces arguments. Mais bien penser avec la logique de l'autre. Adapter les organisations, c'est là que je veux vous donner l'exemple de dire on peut aussi faire venir les poneys et chevaux dans les institutions, ce qui du coup libère là vous avez l'argument de libérer du temps de travail, qui permet de diversifier les activités, d'avoir des thérapies complémentaires différentes. Adapter les organisations, c'est trouver aussi un moyen de transport qu'on peut faire en partenariat avec un autre établissement ou une autre unité de soins. C'est aussi adapter en fonction du groupe, des activités et de la météo aussi. Donc, toujours bien penser que vos décideurs, ils auront besoin d'être sûrs que le projet est à la fois pérenne, mais il peut s'adapter. Voilà, je crois. Donc voilà, je pense que j'ai essayé d'évoquer un petit peu